France 1735, 180 nœuds, puis descendez 5000, 1016, autorisé ILS 27 droite. Donc 5000, 1016, 180 nœuds, autorisé ILS 27 droite, Air France 1735. Tandy 45 Alpha, descend level 60. Les pilotes, on aime bien croire qu'on est super fort et qu'on n'a pas besoin des autres pour piloter nos avions. T'es un sacré gars. Ah, toi aussi. Il s'avère en fait qu'on n'est pas si fort que ça et qu'on a besoin, de manière à être performant et efficace, eh bien d'aide extérieure. Je parle même pas de tout ce qui est personnel au sol. Hey, on a gagné. Ouais. Là, je vais vous parler purement du vol. Et qui est-ce qui nous aide pendant notre vol? Eh bien, c'est le contrôle aérien. Ayant travaillé pendant longtemps sur le Charles de Gaulle, forcément, je me suis dit que le mieux serait de répondre positivement à une super invitation que j'ai eue de la part du contrôle aérien de l'aéroport Charles de Gaulle, un des plus gros aéroports au monde, pour m'immerger pendant plusieurs jours au sein de leur salle d'approche, au sein de leur tour de contrôle, au sein de leur vigie, comprendre un petit peu comment ça fonctionne et avoir un nouvel œil sur une profession qui est trop peu ou trop mal médiatisée, qui nourrit énormément de fantasmes. Et en tant que professionnel de l'aérien, je vais vous avouer, eh bien, on ne connaît pas très bien à quoi ressemble le quotidien des contrôleurs aériens. Donc, ce que je vous propose dans cet épisode très particulier et très exclusif, c'est d'aller voir directement l'aéroport Charles de Gaulle, en rencontrer un petit peu les contrôleurs aériens, voir dans un premier temps qui était Charles de Gaulle, je vais vous apprendre peut-être quelque chose sur Charles de Gaulle. Ensuite, un petit coup d'œil au terrain. Derrière, on va s'intéresser à la genèse du contrôle aérien, avant de s'intéresser aux contrôleurs eux-mêmes, à leur mission et à comment est-ce qu'ils augmentent la sécurité, à comment est-ce qu'ils nous permettent au quotidien, en tant que pilote de ligne, mais également en tant que pilote militaire, d'être plus performants et aux passagers de voyager dans une quasi parfaite sécurité. Et on travaille tous très dur pour que ça reste et que ça s'améliore de jour en jour. Allez, c'est parti, jingle. L'aéroport Charles de Gaulle, eh bien ça vient tout simplement du général Charles de Gaulle. Vous connaissez mon style de vidéo, je me sentais obligé d'essayer de trouver un ou deux petits points, peut-être pour partager autour du général, des petits détails historiques que vous ne connaissez pas forcément, de manière à ce que la prochaine fois que vous prenez l'avion à l'aéroport Charles de Gaulle, eh bien vous vous dites « Ah, il y a une petite anecdote » ou à la machine à café, est-ce que tu savais que... Alors, j'ai choisi de faire ça de manière chronologique. Dans un premier temps, la Première Guerre mondiale. Saviez-vous que le général, à l'époque il n'était pas général, Charles de Gaulle avait servi directement sous les ordres du colonel Pétain? Et oui, ils se connaissaient un petit peu avant, même beaucoup. Donc c'est un point très intéressant. Je vous invite à creuser si ça vous intéresse. Derrière, le général Charles de Gaulle, il a été blessé plusieurs fois au combat. Il a été fait prisonnier. Il a été capturé, amené en Allemagne. Il a passé de longs mois en captivité en Allemagne. Il a tenté de s'échapper une multitude de fois, a été repris à chaque fois et donc forcément ça a impacté le reste de sa vie. L'appel du 18 juin qui est célébré tous les ans d'ailleurs sur le porte-avions nucléaire Charles de Gaulle. Eh bien 18 juin pour nous en tant que Français, cocorico, c'est la résistance, c'est la France libre, c'est Charles de Gaulle, c'est bon, c'est peut-être un peu loupé au début mais regardez maintenant on va y arriver. Mais pour les Anglais qui ont donné le micro au général Charles de Gaulle le 18 juin, eh bien le 18 juin c'est une date complètement différente, avec une signification qui n'a rien à voir. C'est la bataille de Waterloo. Waterloo, morne pleine, comme dirait Victor Hugo. Donc maintenant, dès que vous verrez le 18 juin, vous penserez à Charles de Gaulle et vous penserez à l'humour britannique. Vous voulez parler à votre peuple? C'est parti, faites ça le 18 juin. Un petit peu hasard du calendrier, mais très britannique néanmoins. On va faire un grand bond en avant. Vous savez que je suis canadien, donc forcément un petit coup d'œil au Canada. Et lors de sa visite très médiatisée, où il a annoncé « Vive le Québec libre », ce que vous ne savez peut-être pas, eh bien c'est que moins de 36 heures après, il a dû écourter sa visite. Il était prévu après sa visite à Montréal, où il a fait son grand discours, d'aller à Ottawa des réceptions. Kennedy, il a gentiment repris un avion militaire et il est reparti en France, le général. Petit incident diplomatique avec les Canadiens. Où tu sors, où je te sors? La visite officielle au Canada a dû être raccourcie, pour ne pas dire interrompue, après la déclaration « Vive le Québec libre », qui était assez mal placée forcément du côté des anglo-saxons. Nous voilà maintenant, sans transition aucune, à l'intérieur des bâtiments
du contrôle aérien de Charles de Gaulle. Ce que vous avez vu derrière, ce sont toutes les cases courriers des contrôleurs, plusieurs centaines de contrôleurs qui travaillent ici. Petite passerelle pour me rendre la salle approche ou la salle IFR comme elle est appelée. Et on va parler un petit peu chiffres, un petit peu maths. Et oui, l'aéroport Charles de Gaulle, ça s'étend sur 3250 hectares, environ 2 fois et demi la superficie d'Israël. C'est vraiment très très grand. Il y a un demi-million de mouvements par an, ou plutôt il y avait, je vous donne des chiffres pré-Covid. Nous avons 4 pistes sur ce terrain, 184 compagnies aériennes qui y opéraient des vols vers 315 villes dans le monde entier. Le point le plus impressionnant de mon point de vue, c'est quand vous apprenez qu'il y a en fait 100 000, j'ai bien dit 100 000 personnes qui travaillent autour de l'aéroport Charles de Gaulle. Je vous laisse imaginer les retombées économiques et le nombre de personnes, 100 000 personnes. Sans patate! C'est quasiment les effectifs de la gendarmerie nationale. C'est plus que la marine et l'armée de l'air réunis, le tout sur un seul aéroport. Vu de l'extérieur, nous avons en fait 2 doublés. Alors les doublés, qu'est-ce que c'est? C'est en fait comme s'il y avait 2 terrains. Les terrains au nord avec 2 pistes, les terrains au sud avec 2 pistes également, chacun géré par une tour de contrôle, on appelle ça une vigie. Généralement, le décollage se fait sur les intérieurs et l'atterrissage sur les extérieurs. Et pour pouvoir rejoindre votre parking, après il faut traverser la piste qui sert au décollage, mais c'est pas un souci. Là, sur ces prises de vue, nous sommes tout simplement sur le tarmac, sur les pistes, sur le taxiway. Et vous voyez ce magnifique avion d'Air France qui est en train de rouler. Il rentre d'un vol long courrier. Il est maintenant au roulage retour. Et il y a plus de 80 km, j'ai bien dit 80 km d'air de roulement. Donc énormément de surface à entretenir. Ce qui vous fait prendre conscience forcément de l'énorme tâche pour l'entretien, la mise au standard et le maintien au standard de toute cette aire aéroportuaire. Et surtout, imaginez lorsqu'il y a de la mauvaise météo, de la neige ou du brouillard, ça devient très vite compliqué de s'y retrouver. Pour éviter de faire du CO2, pour éviter de faire consommer de l'essence pour rien, on va te faire rouler au point d'attente qui est le plus proche de ton point de parking. Du coup, ça va donner ça, après y avoir réfléchi. Hop, On est parti pour tu es parti. le roulage le plus court possible à Charles de Gaulle. C'est parti, tu as 200 mètres à faire. Et donc la clearance, ça ressemble à quoi dans un roulage comme ça? Rouler par écho, vers le point d'attente pangolin, maintenir dans la piste 26 droite. Maintenant, si on a tiré les mauvaises cartes et qu'on doit faire le roulage le plus long, rassure-moi, tu fais pas 80 km de roulage avant de décoller. Tu vas pas faire 80 km de roulage, parce qu'on va quand même avoir appris le plan du sol avant de t'envoyer. C'est ça. Par contre, pour schématiser, tu vas partir sur le même avion que tout à l'heure. Tu es égaré ici. Et là, on va pas te faire rouler comme ça, où ça va être très rapide. Non. Aujourd'hui, tu n'as pas de chance. Tu vas rouler comme ceci. Tu vas remonter le long du terminal 2. Et ensuite, tu vas prendre ici, hop, et on va t'amener vers un point d'attente. Là, c'est si tu as de la chance, parce qu'on part en face à l'ouest. Parce que si on ce matin, on était en 0,9. Exactement, ce matin, on était en 0,9. Donc, au lieu de rouler ici et venir là, et bien ici, tu vas prendre là, et là, tu auras gagné ta journée, puisque du coup, tu vas venir ici, un de ces points d'attente à partir de là, et admettons que je veuille optimiser ma séquence en plus. Toi, tu vas avoir l'impression que je m'acharne sur toi, mais en fait, je vais peut-être te mettre derrière un gros et du coup t'amener jusqu'ici pour partir. Et donc là, c'est timé sur une vingtaine de minutes. Vingtaine de minutes de roulage. Et une longueur de cette piste là, elle fait combien? 4 km 2. Donc là, c'est 4 km 2. Donc là, on a gagné 5 km 5 de roulage à vue de nez, quoi. Voire 6 km. T'as gagné 4 km 2, t'as gagné ici. Je dirais que t'as gagné, oui, 6 bons kilomètres. Ça vous épate, hein? Le contrôle aérien, eh bien, à la base, c'est pour la sécurité. Est-ce que vous savez à quand remonte la première collision en vol entre 2 aéronefs? Très exactement, précisément, il y a 110 ans, le jour où j'enregistre cette vidéo. Nous sommes le 8 septembre 2020, demain j'ai 34 ans, et le 8 septembre 1910, il y a 110 ans, première collision en vol, et c'était à Vienne. En 1919, il y a eu une régulation autour du trafic aérien avec la création de premières entités, des choses comme ça. Pour vous donner une petite idée, en 1921, il existait en France 17 commandants
d'aérodromes et 67 opérateurs radio. Ce que j'ai découvert en creusant un petit peu l'historique du contrôle aérien pour cette vidéo, eh bien c'est que les opérateurs radio, ces opérateurs ont été très présents dans les mouvements de résistance et ils ont payé un très fort tribut. En 1924, en plus des opérateurs radio, on avait également des contrôleurs. Ils ont commencé à créer un petit peu des diplômes, des qualifications. Si on veut penser vraiment au contrôle aérien comme on le connaît de nos jours, c'est vraiment la bataille d'Angleterre qui a permis son développement. Friendly 111, Robert 606010 aircraft at 14. Avant ça, je vous ai parlé d'opérateurs radio et de commandants d'aérodrome. L'objectif était de donner des informations aux pilotes sur la plateforme, éviter des accidents ou des incidents autour de la plateforme. Et bien, grâce à la bataille d'Angleterre, grâce au contrôle radar, grâce au contrôle des Spitfire pour intercepter pendant la bataille d'Angleterre les bombardiers anglais, et bien, il y a eu un vrai bond en avant pour ce qui est de la capacité de contrôle en route. Et derrière, ce qu'il faut savoir, c'est que le Bomber Command, le commandement des opérations des bombardiers, eh bien c'est lui qui gérait tout ce qui était départ et retour des bombardiers. Et sur la fin de la guerre, dans des grands raids contre Hambourg, lorsque les premiers bombardiers du raid rentraient au terrain en Angleterre, les derniers bombardiers du raid n'avaient pas encore décollé. D'où l'importance de regarder votre heure de décollage, parce que bon, vous avez le temps de dormir entre les deux. Très important pour le repos du pilote. Je vous passe tous les petits détails parce qu'on n'est pas non plus là pour vous faire toute l'histoire, mais vous voyez que ça remonte à 110 ans, première collision en vol, depuis toute cette création initialement de service autour du terrain, puis service en route. Et là, maintenant, eh bien, nous allons nous focaliser sur la plateforme de Charles de Gaulle et l'espace aérien autour, en dessous du niveau 195. Donc nous n'allons pas regarder la partie en route, nous allons regarder tout ce qui est roulement au sol, départ, approche, et c'est déjà pas mal. Aller à la découverte du quotidien des contrôleurs aériens, ça ne se fait pas tout seul. Il y a des demandes de sécurité à faire et vous rentrez dans un environnement où en tant que pilote, eh bien, vous n'êtes pas habitué. C'est une des rares parties, mécanique mise à part, parce que je suis incapable de démonter un moteur ou de faire la moindre opération sur un avion, même sur un ULM. C'est une des rares parties de l'aéronautique qu'on ne maîtrise pas vraiment et sur laquelle on n'est pas plus formé que ça. Et oui, on peut être pilote de ligne théorique, pilote de ligne pratique et ne jamais avoir mis les pieds dans une tour. Alors, généralement, on va essayer de s'intéresser, on va pouvoir visiter quelques tours par-ci par-là, mais accéder à une tour comme celle de Charles de Gaulle, comme ça pourrait être la tour de Londres ou des choses comme ça, on peut faire toute une carrière de pilote sans jamais y aller. Pourtant, j'ai découvert ça. Spoiler alerte, les contrôleurs aériens ne mordent pas, bien au contraire. Mais en tant qu'ancien militaire, en tant que pilote de ligne maintenant, c'est vrai qu'il y a certaines choses qui nous font un peu bizarre. Et la première des choses, ça c'est vraiment en tant qu'ancien militaire, c'est qu'ils sont en civil. Et vous allez voir, c'est pas parce qu'ils sont en civil qu'ils ne sont pas professionnels. Ils ont un quotidien qui est très réglementé. Et ce qui m'a choqué, vous voyez, c'est mon côté un petit peu ancien officier de marine, eh bien c'est que l'ambiance au sein de ces salles d'approche ressemble énormément à l'ambiance qu'on peut avoir au centre de contrôle d'un porte-avions, d'un navire de guerre, même si forcément les vitesses d'évolution ne sont pas la même, mais on est un petit peu dans cette ambiance très feutrée, très calme, très professionnelle, où il y a quand même pas vraiment de bruit, chacun est très concentré. Je vous le branle-bas. Et surtout, chacun a une tâche très précise à réaliser. Quand vous regardez ça avec un petit peu de recul, vous voyez les échanges, vous voyez que ça passe d'un poste à l'autre. Ça fait vraiment une sorte de ballet assez harmonieux que je vais vous décrire. Sur la plateforme, il y a 4 tours. La tour nord, la tour centrale qui est proche de la salle IFR, la tour sud et la vigie trafic est. Pour tout ce qui est des mouvements sur la plateforme, vous allez avoir en fréquence différents contrôleurs. Vous avez par exemple le contrôleur qui s'occupe de la pré-vol ou clearance delivery, qui va pouvoir vous activer votre plan de vol et vous donner votre trajectoire après en vol. Vous avez également un contrôleur sol, ground, qui lui va pouvoir vous autoriser à rouler vers les pistes. Vous avez également un contrôleur lock qui lui a sous sa responsabilité les pistes, donc généralement 2. Vous allez avoir par exemple la piste de décollage et la piste d'atterrissage. Et en plus de ça, un peu une spécificité de l'aéroport de Charles de Gaulle, c'est ce qu'on appelle la vigie trafic, des contrôleurs qui viennent gérer le trafic au sol dans des zones extrêmement denses autour des terminaux. Vous avez donc
les contrôleurs et vous avez également les agents VT Vigitrafic. C'est une formation, une sélection et une carrière différente de celle des contrôleurs qui sont dans la tour, qui eux sont diplômés en tant que ICNA, ingénieur du contrôle de la navigation aérienne, et sont formés à Toulouse. On aura le temps d'approfondir tout ça. On essaye de faire simple sur cette première vidéo de présentation. Le balai est très simple. Vous commencez initialement par contacter le prévol pour faire activer votre plan de vol, vous assurer qu'il n'y aura pas de souci. Vous êtes mis dans le système. Ensuite, vous allez pouvoir faire le pushback. On vient pousser l'avion et mettre en route les moteurs à ce moment-là. Ensuite, ça va être le roulage avec donc, cette vigie trafic pour aller jusqu'aux aires de taxiway où là vous êtes avec le sol qui vous amène jusqu'au point d'arrêt avant la piste où vous passez avec le lock. À ce moment-là, vous vous alignez, vous décollez, vous rentrez le train, vous passez la fréquence départ et maintenant vous n'êtes plus en contact avec un contrôleur qui se situe dans la vigie, vous êtes avec la salle IFR et vous allez pouvoir être guidé et espacé pour vous éloigner du terrain et partir vers votre destination. To infinity and beyond. Quand vous êtes en retour sur la plateforme, c'est initialement avec le contrôleur, un contrôleur d'approche qui va vous rapprocher de la plateforme, qui va ensuite vous passer à un autre contrôleur qui va vous aider à intercepter la finale aux instruments, généralement une finale ILS à Charles de Gaulle, et ensuite vous allez pouvoir passer sur la tour, donc le lock, qui ensuite vous enverra vers la fréquence sol, et ensuite le VT, tout simplement. Donc c'est vraiment un jeu de passage de fréquence au fur et à mesure, et dans les avions nous avons la possibilité de préafficher des postes et on passe d'une fréquence à l'autre, d'un contrôleur à l'autre. Un 380 qui part pour un vol long, un A320 qui part en Italie et notre BAE 146 qui part pour un petit vol court. Toi tu faisais partir avec ton expérience à l'italien en premier, le BE derrière et le 380, alors que moi le premier, j'aurais dit bah non, enfin, si je prends pas en compte tout ce qui est de surveillance de sillage, je vais vouloir envoyer lui en premier et tout. Maintenant, le jeune stagiaire qui arrive et justement qui maîtrise pas vraiment ces concepts-là, et qui nous fait un 380 BAE 320, toi tu étais sur 3 minutes pour faire partir tout le monde. À peu près. Là, lui, ça va donner quoi? Lui, ça va donner qu'il va commencer par faire partir le 380, et ensuite, tu as un BA46 qui est en aval. Du coup, si le BA46 était derrière le 380, il y aurait 3 minutes à attendre. Là, il est en aval, je rajoute 1 minute. On va déjà perdre 4 minutes entre les deux. Donc, tu es en train de me dire que moi, je me suis dit, tiens, je vais faire le roulage le plus court de l'histoire, je vais lui faire gagner du temps. Exactement. En fait, je viens de lui faire perdre 1 minute. Eh ben, tu vas perdre au moins 1 minute. Donc là, il y a des tricks. Exactement. Donc, il décolle 4 minutes derrière, lui s'aligne, il décolle. Exactement. Donc, il pourra s'aligner avant la fin des 4 minutes. Il pourra s'aligner avant la fin des 4 minutes. Non, Ensuite, mais... on va le lâcher pour le décollage. Il va partir. Pendant ce temps, j'ai le droit d'aligner lui également, parce que j'ai le droit d'aligner 2 avions en même temps sur la même piste. Donc, pas de souci. Si vous voyez un avion par la fenêtre qui s'aligne à côté de vous, c'est prévu, c'est maîtrisé. Lui, il peut rester aligné. Par contre, le BA46 devant, quand il est bas, il est assez lent par rapport au 320. Résultat, je vais devoir attendre aussi un peu plus pour éviter ensuite que le 320 à l'italienne rattrape le BAE et qu'on soit obligé de les limiter en vitesse, les faire consommer plus, les faire aller plus loin. Donc là, tu as une limitation initiale en surveillance de sillage. Donc, tu as une autre réglementation à suivre qui est 3 nautiques d'espacement initialement entre les avions. Et in fine, après le contrôleur de départ, lui doit mettre 8 nautiques, c'est ça? Exactement. Et donc là, du coup... Et donc, en imaginant qu'ils aient le même point de sortie, tu vas les décoller, il faut qu'ils aient 3, mais ensuite il faut qu'il y ait 8. Et on a pour ça à peu près une quarantaine, une cinquantaine de nautiques pour obtenir ça. Si les différences de vitesse, les perfos des avions ne le permettent pas, tu vas devoir les guider plus loin et faire un détour pour bien le ramener 8 nautiques derrière. Donc au final, tu préfères le garder 30 secondes ou 40 secondes de plus au sol? Avec ma stratégie, personne n'aura été pénalisé. Oui, avec ton stagiaire. Là, le stagiaire a fait pour le stagiaire, essaye de rattraper. Il vaut mieux le garder un tout petit peu plus au sol, comme ça ensuite il pourra choisir la vitesse qui est la meilleure pour lui, pour mieux conduire son vol. Sinon je vais être obligé de le contraindre là-dessus, et ça va donner un pilotage qui est pas confort pour vous. Donc au final, la version professionnelle c'est 3 minutes, la version stagiaire c'est 4 plus 2, donc on est sur à peu près le double. Donc du simple au double. Du simple au double en 3 avions. En 3 avions, et c'est 1500 mouvements par jour? Exactement.
Et voilà pour cette petite immersion à l'intérieur de la tour de Charles de Gaulle. Il y a eu beaucoup d'images tournées, beaucoup d'interviews. J'ai voulu vous résumer tout ça en un format d'une vingtaine de minutes. Attendez-vous à ce que dans le futur, si ça vous intéresse, eh bien je vous sortirai les interviews brutes, toutes ces choses-là. J'ai eu la chance de passer quand même 3 jours avec le contrôle aérien. C'était extrêmement intéressant. À très bientôt pour le nouveau format débrief qui sera 11 h le samedi, et vous avez pu le voir, je réduis un petit peu la production de contenu parce que eh bien je suis pas mal pris avec mon activité de conférencier et j'essaie de vous fournir des vidéos de qualité. À très bientôt, fly safe et excellent week-end. I'm gonna get you down, but here is what I need you to do first, okay? Here, deep breathe. Okay, what? I just want you to take a deep breath. Tandy 45 Alpha, descend level 60. Descent flight level 60, scan 45 Alpha. Climate 108, descend level 80. Descent level 80, turn 108. 108, speed 220. 220, maintain now, turn 108. I'm so sorry, your accent is very thick. Is it possible to not have it? Over?